Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi. C'est un honneur de recevoir David Joy ce soir. Il est très rare dans les médias français, donc on est d'autant plus chanceux. On est en présence donc de David Joy qui va nous rencontrer ce soir on va rencontrer David Joy plutôt. Ce serait plus logique. Avec l'ensemble de son œuvre et ses trois romans qui sont parus en France chez 10-18 et le prochain qui sortira chez Sonastine en janvier prochain. On est en présence également donc de Don, qui sera notre interprète aujourd'hui pour traduire les propos, vos propos et les propos de David Joy. Bonsoir Don. Bonsoir. Et également donc en présence d'Oxane Boureille, qui est donc l'éditrice chez Sonatine, Elsa Delachère, qui est éditrice chez 10-18. Et on n'oublie pas évidemment de citer Fabrice Pointeau, qui est donc le traducteur de David Joy en français. Alors bonsoir à toutes et à tous. On va commencer tout simplement par David Joy, bien sûr, qui vit en Caroline du Nord, qui est justement dans les Appalaches en ce moment même et qui a dû se déplacer pour nous, et on en est bien ravis, pour avoir un petit peu de connexion. Pour le coup, on aimerait connaître, Don, son univers. Tout simplement, comment on en arrive à écrire sur une seule région, puisque toute son œuvre se passe dans les Appalaches. Comment écrit-on avec un seul lieu et comment gravitent ces personnages autour de ce lieu? Okay. So this is the question in English. He would like to know how you approach writing about one single place, because you write about the Appalachian Mountains and everything happens in that one space. How do you do that? How do you get the people, have the people work around that space and integrate the people into that space? Alors, je crois qu'il a le micro coupé, il me semble. You might have your microphone cut. Oh, I see. You can hear me now? Okay. Yes. Okay. Yeah. I'm sorry. The computer broke, and so I had to switch to my phone. So I'll for kind of like after a few sentences or after a full thought, I'll come in and I'll interrupt you and I'll translate. So I'll just translate that a little bit. Il a dit que son ordinateur était en panne et donc il a basculé sur son téléphone. Voilà. Yeah. So the truth is that I just don't know anything else. I live in Jackson County, North Carolina, and I write very specifically about that place. Donc la vérité, c'est que je ne connais pas autre chose. Moi, je vis dans le comté de Jackson, en Caroline du Nord, et donc j'écris sur ce lieu-là. And so when a character comes to me in my mind, they kind of claw themselves out of that ground, and they already carry an accent. They already talk a certain way. The landscape is already there. Et donc, quand il y a un personnage qui me vient, en fait, il sort de la terre, il grimpe pour émerger, et il a déjà l'accent. Je sais comment il va parler, et je connais le paysage. So whereas some writers have to work to create a setting and to imagine characters and the way they talk, I don't do that. All of it already exists. I'm writing about the place that I live and the place that I know. Donc, tandis qu'avec certains auteurs, quand ils créent un personnage, ils doivent aussi créer le lieu et penser à l'accent et apprendre un peu le lieu. Avec moi, c'est pas comme ça. Moi, j'écris sur l'endroit où je vis. Et donc, je connais déjà les personnages et l'accent. Pour nous, les Appalaches, c'est un paysage extrêmement lointain. Peu, j'imagine, d'entre nous ont eu la chance d'y aller. Comment ils pourraient décrire ce paysage, cette ambiance? Comment se matérialise le silence,
comment se matérialise la nature, comment se matérialise l'environnement à travers ces yeux d'enfants des Appalaches. So in France, we're very far from the Appalachian Mountains. He thinks that very few of us have actually had the opportunity to go there. As someone who comes from that place, and through even like your eyes as you were a child, how do you perceive the silence and the landscape and the nature, and how do you manage to express that? To be quite honest, it's the same experience I had traveling to southern France. And so going to a really rural landscape, you know, for instance, outside of the Pyrenees, I don't find that experience all that much different. I think that rural people are rural people. And rural people tend to be very intimately connected to land. Donc, en fait, je pense que c'est pas très différent. Moi, je suis allé dans le sud de la France, près des Pyrénées, et j'ai pas trouvé ça, en fait, très différent de ce que je connais. Je pense que les gens de la campagne sont les gens de la campagne un peu partout, et ils ont une relation très intime avec la terre, avec la région. Justement, alors c'est plutôt surprenant cette réponse. Pour nous, en tout cas, c'est plutôt exotique, en tout cas, les Appalaches. Mais dans cette région-là, les individus ont quelque chose d'extrêmement isolé, d'extrêmement solitaire. Pourquoi a-t-il fait ce... Alors, évidemment, il est né là-bas, donc il a fait ce choix-là, pas forcément un choix, mais en tout cas, il n'a pas fait le choix de partir, de s'exiler. Qu'est-ce qui le retient véritablement? Est-ce que ce sont ses racines? Est-ce que c'est la nature? Est-ce que ce sont tout simplement les individus qui y vivent? Mais pourquoi être resté dans ce monde-là où, justement, il se dit isolé la plupart du temps? So he says that that's kind of a surprising answer for people, just because when they think of the Appalachians, it seems extremely exotic. But his question is, for you as an individual, why did you decide to stay there? Or you write about it because you say you come from there, but it's also kind of a choice. It's very isolated. It's very solitary. Did you stay there? And you could have left. So did you stay there because that's where your roots are? Because that's where nature? Because you like the nature? Because you like the people? And did you decide to write about it for those same reasons? Yeah, I think, you know, for one, I'm very intimately connected with landscape. When I leave out of the mountains and I get to flat land, for instance, it tends to give me anxiety. And so for one, it's that. It's being very intimately connected to land. Well, donc, la première chose, c'est ma connexion avec les terres. Pour moi, c'est une connexion, une relation, un lien extrêmement intime. Et dès que je quitte les montagnes, quand je retrouve la terre plate, ressens une certaine anxiété, en fait. Ça me rend anxieux. And I think that's a very common thing where I live, is this intimate connection between people and place. People and place where I live become this kind of inseparable thing, knotted together. And so you can't really have one without the other. It's also a place where story is very much rooted to place. And so I think it's all of those things have kind of kept me there and inspired me as a writer. Donc, en fait, je pense que c'est assez courant dans ce genre d'espace, ce lieu, d'avoir un lien extrêmement intime entre les personnes et la terre et l'endroit. C'est quelque chose d'inséparable, en fait.
Et il y a aussi la même chose, c'est-à-dire on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Et il y a aussi un lien très fort entre l'histoire, le récit et l'endroit aussi. Et c'était la raison, donc, je pense, pour laquelle, toutes ces raisons pour lesquelles je suis resté dans cet endroit et que ça me sert d'inspiration pour mon écriture en tant qu'écrivain. Dans son premier roman, il y a ce côté déterministe. On sent que les enfants font exactement la même chose que les parents quelques années plus tard. Est-ce que c'est quelque chose, de typique de la région, dans un endroit assez clos, en communauté? Euh, Est-ce qu'il considère qu'il en est une exception au final, puisque je ne connais pas son histoire familiale, mais j'aimerais bien en savoir davantage. Mais est-ce que lui s'est extrait de son déterminisme? So when in reading your first book, there's a feeling of a certain kind of determinism, like a fatalism. It's the children, you could kind of feel like they're just going to end up like their parents. Because it's kind of a closed space, and they don't have the influence of from the outside world. And he says, I don't know your personal story, but he would like to know a little bit about it. And have you been able to get out, or have you gotten away from that? I mean, did you have a life that's kind of different from your parents? Did you kind of take yourself out of that determinism? Yeah, I think with that first novel, one of the major things I was trying to play around with was the balance between hope and fate. So in other words, the character of Jacob really wanted to escape that place, but was unable to do so because he was largely fated to follow in his father's footsteps. Donc, effectivement, vous m'entendez, oui. Effectivement, le premier livre, c'est le premier roman, il y avait un lien très fort entre l'espoir et le destin. On avait l'équilibre entre les deux plutôt. C'était le personnage principal avait très envie de s'échapper, de s'évader, mais en même temps, il y avait le destin qui le pesait dessus parce qui venait de son père, le fait d'être comme son père. Yeah, I think that the mountains where I live, especially for a younger person, there's really two ways to look at those mountains, and one of the ways is that it looks like walls, and it feels like you're boxed in within walls and trapped. And then the other way to look at it is that it's like a nest, and you're being nurtured within that space, and it's a comforting thing to be within that space. And those are really two separate realities that kind of differ from person to person. Avec les montagnes, je pense que pour les personnes, et surtout pour les jeunes, il y a deux façons de les voir. Il y a une façon, c'est de les voir comme des murs. En fait, on est enfermé, c'est comme un piège. L'autre façon de le voir, c'est plutôt comme un nid. C'est quelque chose qui vous nourrit et ça peut être réconfortant. Donc, je pense que ça dépend de la personne, ce sont des réalités séparées. And so for me, I've always felt nurtured within that space. I can't imagine really being outside of it. And so my personal reality, I think, is very different than a character like Jacob. Et pour moi, personnellement, il dit, moi, je le vois plutôt du côté comme un nid, quelque chose qui me nourrit. Et je n'ai pas envie d'être en dehors de ça. C'est différent du personnage principal du premier roman. Jake, pour lui, il le voyait plutôt comme un piège. Je rebondis par rapport à ça. Don, pardon, hein, mais vous pouvez laisser votre micro allumé, hein, sans problème. Voilà, ça sera plus simple peut-être pour vous. Dans ce premier roman-là, cet adolescent, Jacob, qui s'interroge sur ses racines, est-ce que pour lui,
un premier roman, c'est toujours très délicat. On ne sait pas forcément sur quel sujet écrire. C'est souvent très personnel. Mais pour le coup, j'aimerais savoir comment il en est arrivé. On parlera tout à l'heure de Ron Rash, mais comment il en est arrivé à écrire sur cet adolescent-là qui lui ressemble, j'imagine, pour beaucoup. Euh, Quel a été son pied d'entrée, cette porte d'entrée pour ce roman-là? So for the first novel, the character of Jake, a teenager who's looking into his roots, it's something kind of a very personal story. And it was your first novel. How did you get a foot into it? How did you find your way into it? How did you kind of get hold of the story? And he imagines that the character kind of is a lot like you in a way. Yeah. I don't know that the character is necessarily a lot like me, in the sense that, you know, my father was an accountant, you know, and so it wasn't like I grew up in an environment anything like Jacob as far as my personal home life. Donc, en fait, je ne sais pas s'il était vraiment exactement comme moi, c'était ou beaucoup comme moi, s'il me ressemblait beaucoup. Mon père, il était comptable, donc on n'avait pas du tout la même vie à la maison, la même vie de famille. But I grew up surrounded by people who had a lot of similar circumstances to Jacob. And so it was something that I had witnessed you know, most of my life. And so he reminds me a great deal of a lot of the people that I grew up with and a lot of the people that were my best friends throughout my childhood. Mais il ressemble énormément à beaucoup de gens que je connais et avec qui je grandis, beaucoup de gens qui autour de moi. Et donc, j'étais témoin un peu de leur vie et de leurs circonstances. Et ils ressemblent beaucoup à mes meilleurs amis lors de mon enfance. Alors, j'aimerais savoir, puisque il va bientôt sortir son 4e roman en France, il a un matériau extrêmement... Alors, je ne sais pas si le matériau est extrêmement riche ou non, puisque il dit qu'il se base beaucoup sur cette communauté et sur son lieu. Mais comment concrètement travaille-t-il? Quel est le point de départ en réalité de son écriture? Il a certes le lieu, mais comment crée-t-il les personnages? Comment les façonne-t-il? Comment s'en inspire-t-il de la vie réelle, tout simplement, puisqu'il disait être extrêmement isolé chez lui? Comment s'inspire-t-il et comment crée-t-il de la matière, du matériau littéraire, puisqu'on pourrait dire que déjà un 4e roman sur un même lieu, c'est extrêmement rare. Donc comment la matière se crée-t-elle avec lui? Okay. So this is your 4th novel. He says, you have a lot of material. It's very rich, or he doesn't know exactly if you have a lot of material. It's very rich because you say that you base it on things that you know, and that you write about a place and you take it from the place. But his question is, when you write a novel, this is your 4th, set in the same place, which is relatively rare for people to write 4 novels in exactly the same in the same setting. But what do you start from? What's your departure point? How do you, the place obviously, but then also how do you create the characters, think of them, create them, where do you get your material? Especially because you also say that you're relatively isolated where you are. So where does this material come from? Yeah, well, so first and foremost, I'll say that I've never seen landscape or place as a limitation within my artwork. La première chose que je dirais, c'est que j'ai jamais vu l'endroit ni le paysage comme une limitation, une limite pour mon art. You know, Eudora Welty said, one place understood helps us to understand all places better. Une phrase de Eudora Welty, c'est comprendre un endroit très bien, ça nous permet de comprendre tous les endroits.
Or James Joyce, when they asked James Joyce why he only wrote about Dublin, he said, because if I can get to the heart of Dublin, I can get to the heart of all cities of the world. Ou bien James Joyce, quand on lui demandait pourquoi vous écrivez toujours sur Dublin, il a dit parce que si on arrive à arriver vraiment au cœur de Dublin, on est arrivé au cœur de toutes les villes du monde entier. And so for me, you know, I don't feel that there will ever be a story that I want to write that I won't, you know, that I will not be able to set within that landscape and within that place that I know. Et donc, pour moi, je pense qu'il n'y aura jamais un récit, une histoire, une intrigue que j'aurais envie d'écrire, mais que je ne pourrais pas écrire dans cet endroit précis, le même endroit que les autres romans. So as far as the characters in the stories, you know, sometimes it's come from kind of an image. And so with that first novel, there's a scene in that novel where Jacob remembers being a really small child and his father having him kill a pig. And that entire novel started with that image. That image wouldn't leave my mind. Donc, par rapport au personnage, ça dépend. Parfois, ça commence avec une image. Par exemple, avec le personnage de Jacob, j'avais une image, ça a commencé comme ça, c'était l'image d'un père qui demande à son fils, et la scène est dans le livre, qui demande à son fils de tuer un cochon. Et c'était cette image qui m'a inspiré et je n'arrivais pas à m'en débarrasser. And then you know, sometimes it'll start with a small piece of a story. So for instance, with The Line That Held Us, there was a game warden that told me a story about a man being mistaken for a pig and accidentally getting killed while another man was hunting. And that's the opening scene of that novel. Et parfois, ça peut être plutôt une petite histoire, une anecdote. Je connaissais un ranger qui, pour ce livre-là, pour ce lien entre nous, qui m'a raconté une fois qu'il y avait quelqu'un qui avait vu une autre personne et qui a cru que c'était un sanglier, qui a cru que c'était un cochon et qui l'avait tué de cette manière-là. Donc, j'avais ce petit brief d'histoire et je suis parti de là. And so sometimes, you know, it's an image, sometimes it's a small piece of a story or a situation. But I believe that the thing that inevitably happens either way is that it becomes a question of who are these people, where did they come from, and where are they going? And so you start with either an image or a piece of a story, and then at that point it becomes a matter of trying to get to know those characters in and out. Donc, c'était, comme je dis, je pense que ça peut commencer par une image, ça peut commencer par une petite histoire, un morceau d'une histoire, mais de toute manière, après ça, ça devient une question de regarder qui sont ces gens-là, d'où ils viennent et où est-ce qu'ils vont. Et en fait, c'est ça qui prend le dessus. Donc, que ce soit une image ou un morceau, c'est plutôt le fait de donner chair aux personnages et de les comprendre de A à Z complètement. Merci. Jean-Marc? Oui, bonsoir David. Je voulais revenir sur la Caroline du Nord, sur cet état un petit peu particulier. Et c'est vrai qu'un des points communs de vos différents livres, c'est de vous attacher à décrire des hommes dans la difficulté. Alors, souvent des hommes, d'ailleurs, il y a assez peu de femmes, en tout cas, en personnages principaux dans vos romans, mais des hommes dans la difficulté, dans la violence, dans la tentative de survie, qui ont du mal, qui vivent souvent dans des mobil-homes, qui survivent plus qu'ils ne vivent. Est-ce que
c'est propre à la Caroline du Nord, qui est vraiment un État particulièrement où la vie est particulièrement difficile, la pauvreté est particulièrement présente, ou est-ce que c'est plus un parti pris de votre part de vous intéresser plus particulièrement à ces personnages-là qui luttent pour survivre dans cet État? If you'd like to go back to North Carolina, and when you write in all of your books, you have men who are kind of struggling to survive and who have a very difficult background. There's a lot of violence, and it's mostly men. At least it's more men than it is women in terms of main characters. They live in mobile homes, and it's more like they're trying to survive than it is that they're trying to live. And the question is that because North Carolina is kind of like that? Is it kind of a poor state, or is it that you are more interested in those kinds of people and those kinds of stories? Well, I think it's a combination of a lot of different things. So first and foremost, I think that my fiction and a lot of fiction within American literature is kind of a product of late-term capitalism. Je pense que c'est une combinaison de beaucoup de choses. Hein. Je pense que d'abord, c'était peut-être l'explication la plus importante dans ma fiction, et je pense que dans la fiction américaine en général, on parle vraiment de un peu les résultats du capitalisme et le capitalisme vers la fin de vie du capitalisme. And that is to say that there is a tremendous wealth gap in this country, and a wealth gap that has only continued to, spread farther and farther apart between the people who have and the people who have not. Et je veux dire par là qu'il y a une séparation énorme entre les pauvres et les riches. Et ça augmente en fait la différence entre les personnes qui ont des choses et les personnes qui n'ont rien. And so I think that the American reality has largely always been about survival for those people. And that's whether we're talking about people living in an inner city like Flynn in Michigan, where they didn't even have water, or whether we're talking about somebody living out in the middle of nowhere in the North Carolina mountains where there's just absolutely no job opportunity. Et donc, je pense que c'est une réalité américaine, en fait. C'était avec beaucoup de personnes qui essaient de survivre. Et la survie, c'est ce qui compte le plus. Je pense que c'est une réalité, par exemple, même dans les villes, par exemple, à Flint, dans le Michigan, où les gens ils n'ont même pas d'eau à boire. Et c'est vrai aussi dans les montagnes de la Caroline du Nord, où il n'y a absolument pas de travail pour les personnes. And so what you need in order to make fiction work is conflict, right? You've got to have some type of conflict. And so for me, it has always made sense to, one, write about the people that I know, but also to write about a group of people whose entire existence is a matter of conflict. Et en général, pour la fiction, c'était ce qui est important, qui alimente la fiction, c'est le conflit. Et donc, pour moi, c'était d'abord, oui, j'écris sur les personnes que je connais, mais aussi, je prends des personnes où il y a beaucoup de conflits dans leur vie. Avant de passer la parole à Eva, j'aimerais qu'Elsa de la Chaire ou Oxane Bourreil, les éditrices, puissent nous parler de ces textes peut-être plus en détail, de leur façon d'aborder aussi David Joy, et notamment le sentiment qu'elles ont eu quand elles ont découvert ces textes-là. Okay. Before certain other people are going to speak, they're going to be your editors, your publishers are going to be speaking about your books and what they like personally about it. Yeah. Et je ne sais pas si je vais tout traduire ou. Je sais pas. Oxane, tu es là?
Je ne crois pas l'avoir vu, mais il y a beaucoup de monde, donc du coup, je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas. Moi, je vais prendre juste la parole rapidement pour dire que donc, nous, on est l'éditeur de poche 10-18, donc on n'a pas le bénéfice de la nouveauté absolue et de la primeur de la lecture. On est là sur un second moment, puisqu'on s'occupe du texte au moment de sa reprise en poche. Moi, depuis que je lis David Joy, vous l'avez dit tout à l'heure, mais évidemment, la résonance avec Ron Rash est très forte. Et en même temps, il y a aussi la voix, cette espèce de nouvelle voix. Il y a un côté très jeune prodige aussi américain. Enfin, c'est comme ça qu'on le perçoit ici. C'est comme ça que François Bunel aussi le présente là, quand il est allé le voir aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ce reportage, mais qui est quand même vraiment très intéressant et très, très étonnant. Donc voilà, nous, on est toujours extrêmement touchés et impressionnés à chaque titre, à chaque nouveau livre, parce que c'est vraiment un auteur qui s'installe, qui se construit et avec lequel le lectorat grandit et évolue aussi sur son rapport à ces montagnes que nous, on ne connaît pas du tout, même si effectivement, il y a des liens forts avec certains sentiments de ruralité et tout ça dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, je vais laisser traduire, mais moi, c'est juste une intervention comme ça très générale. Je n'ai pas vraiment de questions à proprement parler. Je vais laisser les lecteurs poser leurs questions. Okay. She works at 1018, which is publishing the pocket version. So she may not be one of your first readers because it's coming out, but she adores what she's seen and the French love it in general. You have a lot of force in what you write. You're considered a young prodigy here. There's somebody who interviewed a French man named François Brunel who interviewed you, and she suggested that they watch that interview because it's very interesting. She finds it extremely new, extremely touching, and she sees that you're building, that you're growing as a writer. And in France, your readership is also growing. Thank you. Yeah, I think that's a great thing. The only hope that any artist has, whether they be a painter or a writer or a filmmaker or anything else, is perpetual growth. I've said all along that the book that the writer is only interested in two books really, and that's either the book that they're currently working on, or it's that book in the future. So for me, the book that I'm really excited about is trying to think about what I'm going to write when I'm 50, what I'm going to write when I'm 60. I think that idea of growing throughout a career is something that that's all we're striving for. Merci. Pour un artiste en général, ce qui était, que ce soit un peintre ou un cinéaste ou un écrivain, l'idée, ce qui nous passionne, c'est de grandir éternellement, d'évoluer éternellement. En tant qu'écrivain, on dit que les écrivains, il n'y a que deux livres qui les passionnent, c'est le livre qu'ils sont en train d'écrire et le livre qu'ils n'ont pas encore écrit. Il dit, pour moi, ce qui me passionne, le livre qui me passionne, c'est le livre que je vais écrire quand j'aurai 50 ans, le livre que j'écrirai quand j'aurai 60 ans, et je m'efforce d'évoluer constamment. C'est mon but. Eva? Oui, bonjour à tous et bonjour David. Je vous avais croisé au Festival America en 2016 et vous dessiniez des poissons. Je ne sais pas si vous en dessinez toujours. Mais ma question, justement, pour rebondir sur ce que vous disiez, j'ai lu vos 3 romans déjà publiés. Je voulais savoir si vous pouviez nous parler du 4e qui va sortir en janvier. Et selon vous, quelle est l'évolution en fait de ce 4e livre par rapport aux 3 précédents? Vous l'avez rencontré en 2016, c'est ça? Je l'ai croisé en 2016 au Festival America. Il dessine des poissons. D'accord. Okay. So she met you in 2016 when there was a festival outside of Paris, the American Writer Festival, and you at the time you drew fish. And she doesn't know if you still do that, but she's read your 3 novels and loves them.
And she would like to ask a question about the fourth one. What is it going to be like? What is it, and how has it evolved? How has it grown compared to the first three? Yeah. So first and foremost, I still draw fish. Still absolutely obsessed with fish. I'm headed to France next April, and I'm hoping that I'll get to go fish there again. I fished the last time I was there in a town called Albi. It's kind of north of Toulouse, and so I'm hoping I'll get to do that again. Ok, donc l'essentiel, on va commencer par ça. Oui, je continue à dessiner les poissons. Je suis obsédé par les poissons. Moi, je reviens en France en avril et j'espère que j'aurai l'occasion de retourner à la pêche comme j'ai fait la dernière fois. La dernière fois, je l'ai fait à Albi, au nord de Toulouse. Et j'espère que j'aurai l'occasion de refaire une séance de pêche. As far as the new novel, it really became just that the opioid epidemic in Appalachia specifically became kind of this inignorable presence. I would go to the post office and I would step out of my truck and the parking lot would be covered with needles. Or I would walk outside my house and there would be addicts coming up the walkway asking if I had a sewing kit so that they could do something called skin popping heroin. And so the opioid epidemic and heroin specifically kind of became this something that you couldn't ignore. Et pour le prochain roman, en fait, c'est l'épidémie d'opioïdes aux États-Unis c'est le sujet. C'est quelque chose, surtout en Appalaches. C'est en fait une présence qu'on ne peut pas ignorer. C'est quelque chose qui existe et on doit faire face. Maintenant, si je vais dans une boutique, si je vais à une pharmacie, dans le parking, je retrouve des seringues par terre. Quand je sors de ma maison, il y a des toxicomanes qui viennent me voir et qui me demandent si je n'ai pas un étui, un kit pour coudre, parce qu'ils utilisent les aiguilles et ils font quelque chose pour l'héroïne, ils font quelque chose pour l'injecter, et ça s'appelle skin popping. C'est pour l'héroïne. Donc, c'est quelque chose, en fait, c'est tellement présent, on ne peut pas l'ignorer. As far as what I think that I'm trying to do differently, whereas some of my earlier work was more focused on was focused strictly on the addict. This novel does have the perspective of an addict, but another one of the perspectives is a father who's basically losing his son to addiction. And so I think that shift in perspective is something that was new for me. And it was also something that was more difficult to write, which is to say that I understand addiction and I've been around lots of addicts. But what was harder for me was to imagine what that looks like with one degree of separation, to be a father watching a son basically slip away to heroin addiction and not be able to do anything about it. Donc, c'était pour répondre à la question, qu'est-ce que j'essaie de faire différemment avec ce roman? J'ai déjà parlé de la toxicomanie dans un autre roman, mais ce qui est un peu différent cette fois-ci, c'est le point de vue. Cette fois-ci, non seulement j'écris sur le point de vue du toxicomane, de l'addict, mais je parle aussi j'écris aussi du point de vue de son père, qui est en train de perdre son enfant. C'était à la toxicomanie, à l'addiction. Donc, c'est ça la nouveauté pour moi. En fait, c'est ça et c'est plus difficile parce que je sais comment écrire sur le toxicomane. J'en ai connu, je connais des gens qui sont addicts, mais écrire avec juste un pas de recul, je sais plus, une séparation d'un degré, il dit, c'est plus difficile d'imaginer et d'écrire avec la voix de cette personne. I think one of the things that I'm most excited about with the publication of that new novel in January
is that Sonatine Editions was able to get permission to print an essay that I wrote for Francois Busnel in his series called America. And Francois asked me to write an essay about, you know, what the opioid epidemic looked like, you know, where I was. And so what I'm hoping that readers get is kind of this balance between fact and fiction. And I want these two pieces to kind of work together to so that there's a conversation back and forth between the fiction and the nonfiction. And I'm really excited about having that opportunity and readers getting the chance to experience that. America, it's a magazine, is that right? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, that's what I thought. Et donc, ce que je trouve passionnant et, pour la sortie de mon roman en janvier, c'est que Sonatine a eu la possibilité d'avoir les droits pour publier un essai que j'ai écrit sur l'opioïde. C'est François Brunel qui a demandé pour son magazine America. Et ça me donne la possibilité d'écrire sur non seulement la fiction, mais aussi le mélange entre fiction et la réalité, parce que il parle d'un côté, c'était dans son roman, c'est la fiction qui parle de la toxicomanie, mais aussi dans l'essai, c'est une réalité dont il parle. Et c'est donc avoir la possibilité d'avoir cette conversation entre les deux, entre la réalité et la fiction, je trouve ça très passionnant, dit-il. Sandra? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir David, bonsoir Don. J'ai remarqué que vous avez donné de très beaux titres à vos romans. Voilà, je voulais savoir simplement comment vous travaillez vos titres parce qu'ils sont très attirants forcément. Voilà, et savoir comment vous les choisissiez. Est-ce qu'ils sont peut-être des passages de vos romans? Est-ce qu'ils sont, je ne sais pas moi, des citations issues d'autres ouvrages? Voilà ma question. Merci. So first of all, hello, she says to everyone. She finds that the titles of your books are extremely beautiful. She loves them. She finds them extremely attractive. And the question is, how do you choose them? Do you just kind of write them? Are they from the sentences that come from within your work? Are they quotations of other people's work? How do you work them yourself, and how do you find? Yeah, I think so with the first novel, the title actually came before the book, which is, you know, I had this, I just had a title. It was just called Where All Light Tends to Go. And I had that before I ever had a story. Donc, si on prend par exemple le premier roman, j'ai eu le titre d'abord. C'était l'idée du titre, ça m'est venu même avant d'avoir l'histoire. Donc ça, c'est en anglais, Where All Lights Tend to Go, là où les lumières se perdent. But, you know, I think every title, one of the things I like about the titles is the phrasing of them. And it's, so for instance, it was The Way to This World, or it was When These Mountains Burn. And it was a matter of that phrasing centers it to a place. I'm not writing about anything outside of Jackson County, North Carolina. You know, I wanted the phrasing to center the story in the way that the landscape centers the story. Et avec tous les titres, pour moi, c'est la façon de formuler le titre qui m'intéresse aussi. C'était avec, par exemple, The Way to This World, c'était vers ce monde-ci. When These Mountains, ces montagnes. Et en fait, je voulais que ça crée le lien directement avec l'espace. On parle d'un lieu spécifique. Je parle de Jackson County, et ce sont ces montagnes. Et déjà dans le titre, il y a quelque chose qui attire et qui est en train d'ancrer le roman dans l'espace. And I'll also say that I've been very fortunate to have some very good translators.
You know, and so a lot of times there's a shift between the American title and the French title because it doesn't translate well. And so, for instance, with the latest novel, you know, it's When These Mountains Burn. And then in French, I'll butcher this, but Nos vis en flammes, or I don't know how you would say it, but you know, the translation is our lives on fire, right? Isn't that how that would roughly translate? Yeah, that's it. And so you've got this shift where it's not exactly the same title, but it works, and it works incredibly well. And that has nothing to do with me. That has to do with some very talented translators at Sonatine. Et je dirais aussi que j'ai eu la fortune, la chance d'avoir d'excellents traducteurs pour mes livres. Donc, même s'il y a la traduction, ça ne peut pas être mot à mot, il y a un glissement vers autre chose. Donc, par exemple, le dernier livre, When These Mountains Burn, en français, c'est Nos vies en flammes. Donc, ce n'est pas exactement These Mountains, mais c'est quelque chose qui reprend quand même cette idée. Et ça, ce n'est pas grâce à moi, ça, c'est grâce au grand talent des traducteurs et du traducteur chez Sonatine. On le cite à nouveau, Fabrice Pointeau, hein, qui a donc traduit l'ensemble de David Joy. Aïcha, c'est à toi. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir David. J'ai une question. Donc, nous sommes ici des lecteurs qui lisent David Joy. Mais qu'est-ce que lit David Joy? C'est ça ma question. Merci. The people here today are people that read David Joy, but what does David Joy read? Who does David Joy read? Yeah, you know, I've always read a whole lot of poetry, you know, and part of that is kind of from evolving through this mentorship with a writer like Ron Rash. You know, and so I still read a whole lot of poetry. J'ai toujours lu énormément de poésie. Je pense que ça sort un peu de mon mentorat avec l'auteur Ron Rash, et je continue à lire énormément de poésie. As far as some of my favorite fiction this year, my favorite novel that I read this year was Willie Vlaughton, The Night Always Comes. C'était par rapport à la fiction. I don't know the title in French. The Night Always Comes. Et par rapport à la fiction, les romans, c'était l'un des auteurs que j'ai lu cette année, c'est William Vlaughton. Willie Vlaughton. Willie Vlaughton. Et The Night Always Comes. Par exemple, c'est quelque chose que j'ai adoré. Probably my second favorite novel I've read this year was a posthumous novel that came from William Gay, and it was called Fugitives of the Heart. C'est un deuxième roman que j'ai beaucoup aimé cette année aussi. C'était publié d'une manière posthume. Et c'est un roman de William Gay et ça s'appelle Fugitives of the Heart, les fugitifs du cœur. You know, I loved. There was a short story collection that came out this summer by a New Orleans writer named Maurice Ruffin, and I think he's one of the most brilliant writers at work in America right now. But he had a short story collection that came out that was called The Ones Who Don't Say They Love You. And I thought that whole collection was beautiful. Et il y a aussi un auteur de nouvelles que j'adore, il s'appelle Maurice Ruffin. Je pense qu'il est brillant. Il a sorti un recueil de nouvelles cette année.
Et le titre du livre, c'est The Ones Who Don't Say They Love You. Is that it? The Ones Who Don't Say They Love You. Et je trouve tout ce qu'il y a dedans, toutes les nouvelles, excellent. Probably my favorite poetry collection that came out this year was by a Kentucky writer. She's actually the Kentucky Poet Laureate named Crystal Wilkinson. And the name of that collection was Perfect Black. And it was incredible. Par rapport à la poésie, c'était un recueil de poèmes qui est sorti cette année. C'est d'un écrivain du Kentucky qui s'appelle Crystal Wilkinson et Perfect Black. Yes, that it? Okay. Yes, sir. Le titre du recueil, c'était Perfect Black, le noir parfait, et je trouvais ça brillant aussi. Magnifique. Jean-Marc, et j'imagine que tu vas rebondir sur Ron Rash, dont on n'a pas encore parlé, mais je pense que c'est capital. Et je dois être très prévisible, Anthony, mais oui, je vais rebondir sur Ron Rash. Une question pour David, justement, sur Ron Rash. C'est vrai que quand on parle Caroline du Nord, forcément, on pense à Ron Rash, au moins ici, en tout cas, en France. Une question double. La première, c'est que est-ce que finalement, c'est pas une figure un peu imposante pour vous, constamment d'être comparé ou relié à Ron Rash? Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième question, c'est que forcément, vous avez en commun cet amour de la Caroline du Nord et cet art descriptif absolument incroyable pour nous donner, pour nous conter cet état et cette nature si exceptionnelle. Mais on a vu que ces derniers temps, Ron Rash notamment s'engageait de plus en plus dans la préservation de cette nature de Caroline du Nord. Il témoignait, il faisait des tribunes, il en parlait notamment du problème de l'eau dans ses derniers romans. Est-ce que vous aussi, vous envisagez de prendre encore davantage position justement sur la défense environnementale de votre État? Donc voilà, un peu deux questions. La tutelle un peu embarrassante de Ron Rash et puis le côté de prendre part sur l'environnement. Okay. So the question comes back to Ron Rash, who, when you talk about North Carolina, a lot of people here think about Ron Rash as well. So the question is, it's actually kind of a double question. First part is it having somebody that's such an important writer, so an imposing figure, is that difficult for you? Is it might be a little intimidating or a little problematic about people comparing you to him? And the second part is he writes about North Carolina, he writes about the nature, he writes about the state, but he's writing more and more, and it's becoming more and more interested in preservation and preserving this nature. And there's even in his latest work, he talks about saving the water. Is that something that is happening to you as well? Or are you going to get into? Or not? So it's that double question. Yeah. As far as, my relationship with Ron, I was very fortunate in that I had when I was in college, I had a literature teacher that I trusted, and I really liked taking her classes. And I was writing stories at the time. I'd never taken a creative writing class. And I wrote this short story, and I valued her opinion, and I wanted her to tell me what she thought. And she said, "David, that's not what I do." She said, "But let me introduce you to someone who that is what they do." And she took me next door, and she basically dropped me in Ron Rash's lap. Donc, c'est pour parler des relations que j'ai avec Ron Rash. C'était, quand j'étais à l'université, j'avais une professeure de littérature en qui j'avais énormément de confiance. Et j'ai écrit, j'avais jamais fait un cours, un atelier d'écriture, creative writing class. Mais j'ai écrit une nouvelle, je l'ai donnée à cette professeure. Je lui ai demandé de me dire honnêtement ce qu'elle pensait de mon écriture. J'avais jamais écrit avant.
Et elle a dit, David, c'est pas ce que je fais, mais si vous voulez, je connais quelqu'un. Et donc, en fait, elle m'a mis tout de suite, c'était à côté, dans le bureau à côté. Et là, il y avait Ron Rash et elle m'a déposé là, directement sur ses genoux, dit-il. Et j'ai parlé avec lui. When I look back on the way that Ron impacted the way, my writing and what I think I've become, I think it's really threefold. One was his absolute love of language and the musicality of language, the sound of language. He talks about the way that nouns and consonants rub up against each other in a sentence. Donc, quand je pense à l'influence que Ron Rash a eue sur mon écriture, c'était en fait, il y a 3 points, c'est tripartite. La première chose, c'est son amour pour la langue et pour le langage. Il a une certaine musicalité dans ce qu'il écrit, il a une certaine sonorité. Il parle des noms et des consonnes qui se frottent dans les phrases, les substantifs et les consonnes qui se frottent ensemble, par exemple. The second way was that he handed me the right books. And so the first real example of that was he handed me a copy of William Gay's I Hate to See That Evening Sun Go Down. And until I read that book, I don't know that I believed that what I wanted to do was even possible. In that, I didn't know that people were writing about my people. And I didn't know that people were writing about my place. And he handed me books that showed me that was a possibility. Okay. La deuxième influence, c'était en fait, il m'a donné les bons livres à lire. Le premier livre qu'il m'a passé, c'était le livre I Hate to See. Sorry. I hate to see the evening sun go down. I hate to see the evening sun go down. De William Gay. Et en fait, avant de lire ce livre, je ne savais pas que c'était possible ce que j'avais envie de faire. C'est-à-dire que je ne savais pas qu'il y a des gens qui écrivaient sur mon peuple, qu'il y a des gens, les gens que je connais, le type de personnes que je connaissais, et je ne savais pas qu'il y a des gens qui écrivaient sur l'endroit, sur mon lieu. Et en fait, en découvrant ça, j'ai vu que c'était possible d'écrire, de faire la fiction là-dessus. The third way that he influenced me, I think, is that he showed me what being a successful writer should look like. And what I mean by that is the extreme amount of humility he's had throughout his career and that he continues to have. There's not an ounce of pretense or ego when you meet Ron Rash. He's the same man now that he was, when he was growing up in Bowling Springs. Et puis, la troisième personne, c'était il m'a donné un modèle pour l'auteur qui a réussi, qui a du succès. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est extrêmement humble, qui a toujours énormément d'humilité. Il n'est pas prétentieux, il n'a pas d'ego. C'est le même homme qui a grandi dans sa ville, en Caroline du Nord. And then, as far as the way that his work is shifted and kind of looking towards that preservation, sadly, I would say that I think Ron is probably a more hopeful person than I am. I think I look at the destruction and I look at the things that have happened with the natural world in my lifetime and continue to happen. I look at the way that we've had presidents pull us out of, the Paris Agreement or all of these other, things trying to get a handle on climate change. And I don't know that I'm a very hopeful person. Et par rapport à la question, c'était sur le glissement, c'était le changement, l'évolution dans l'écriture de Ron Rash. Je pense que c'était, malheureusement peut-être, je pense qu'il est il a beaucoup plus d'espoir que moi. Je suis beaucoup moins optimiste que lui.
quand je regarde autour de moi, je vois surtout la destruction, je vois tout ce qui est arrivé à l'environnement, à la nature, et même uniquement dans ma vie, depuis ma naissance. Et je vois aussi ce que font les présidents. Je vois le président qui se retire, le président américain qui se retire des accords de Paris et qui ne font rien pour empêcher le changement climatique. The last thing I'll say about that is it feels really strange to talk about Ron Rash being a hopeful person because anybody who's read his books knows that that's not the first thing you walk away with. So for him to be more hopeful than I am probably says more about me than it does about him. Et la dernière chose que je dirais, c'est que c'est peut-être un peu étrange de dire de décrire Ron Rash comme une personne pleine d'espoir, parce que quand on lit ses livres, c'est pas la première chose qu'on se dit en terminant un livre. Et donc, si je dis qu'il a plus d'espoir que moi, un homme comme Ron Rash, je pense que ça parle plus de moi que de Ron Rash. Merci. Merci, Don, notamment de nous traduire ces propos à la perfection. Merci infiniment. Agnès, c'est à toi. Merci, bonsoir à vous deux. J'aurais souhaité poser une question sur la manière en fait de construire et d'écrire les livres de David. Est-ce que David décide à l'avance du plan, décide à l'avance de la fin, ou est-ce qu'il se laisse un petit peu porter par ses personnages? Il a des personnages qui sont très romanesques. On a vu qu'ils étaient très inspirés de son entourage. Et est-ce qu'il laisse libre cours à la vie des personnages, ou est-ce qu'il décide tout à l'avance? Et puis une deuxième question, on a beaucoup parlé d'auteurs américains. Est-ce qu'il arrive à David de lire des auteurs européens? Okay, she has two questions. The first question is, how do you construct your books? Do you have do you have a summary? Do you know where you're going, an outline when you begin? Do you know the end when you begin? Or is it the characters that kind of take you there, and you just let them, and you just kind of follow them? And you have, very interesting characters, and some are very romantic and very different. Your different types of characters, very kind of well thought out novelistic characters. Is it they who lead you, or do you already know in advance? And the second thing is, you mentioned when you're talking about authors that you like, you mentioned several American authors, and we've been talking about American authors. Are there any European writers that you like? Yeah, as far as where the direction of the novels comes from, historically, I've been kind of a fly by the seat of my pants writer, which is that, I have these characters. I get to know these characters in such a way that when I throw them into a situation, I get to, I know how they're going to react. And so it's kind of throw them into a situation and follow blindly is historically how I've written novels. Donc, jusqu'à présent, quand j'écris des romans, j'ai toujours fait ça un peu à l'aveuglette. C'est-à-dire, je crée des personnages, je sais, et dès qu'il y a une situation, dès qu'il y a un conflit, je les connais très bien. Donc, je sais exactement ce qu'ils vont faire. Donc, pour moi, je suis un peu aveugle, je les suis. Jusqu'à présent, donc je les jette dans ces conflits, et jusqu'à présent, je les laisse prendre la suite, parce que je sais comment ils sont, et je connais leurs réactions avant qu'ils réagissent. But I will say that the novel I'm currently working on has kind of been an entirely different beast altogether. And maybe that's what's made it so difficult, is that the construction of that novel required that I have a whole lot of things laid out because they're meant to be turns. I was wanting to play with kind of the traditional mystery form, and I kind of wanted to take that form and turn it on its head. But as a requirement of that form, plot requires a lot more precision. I don't think that a writer like Laura Lippman, for instance, or
you know, yeah, I think she's a good example. But I don't think that a writer like Laura Lippman could write the novels that she writes just following blindly. They're a lot more surgical than that. You know, the plotting is very precise, and I think sometimes a story can require that. Par contre, c'était La Bête que je suis en train d'écrire. C'était mon nouveau roman. C'est un peu différent parce que je suis un peu obligé de construire le roman, de planifier à l'avance parce que en fait, je voulais un peu jouer avec les formes, avec le genre. Je voulais inclure un peu, c'était une sorte de policier, un peu roman de détective, d'un mystère. Et ça, à cause de ça, je suis un peu obligé de planifier parce qu'on c'est en fait le genre qui m'oblige à le faire. Quand je pense à une auteure comme Laura Lippman, par exemple, j'imagine qu'elle ne peut pas faire comme j'ai fait jusqu'à présent. Quand elle écrit un roman, elle ne peut pas ne pas savoir où elle va aller. C'est embriqué un peu. As far as reading foreign writers, you know, I think that that's one of the downfalls of being an American, and especially being an American that, you know, can only speak one language, which is to say that American publishing has done a very poor job of translating writers around the world. Et par rapport aux écrivains, par rapport aux auteurs étrangers, je pense que c'est l'un des défauts des États-Unis d'être américain. C'est que, l'un des problèmes de parler uniquement une langue, c'est que l'édition aux États-Unis n'a pas fait beaucoup de travail pour publier, pour traduire des auteurs de l'étranger. You know, when I think about the way that American publishing has worked in the past and continues to work, it's very ethnocentric, it's very nationalistic, it's very much kind of the same as our outlook on the world, you know, on a bigger scale, which is that it's me, me, me. And so the truth is that American readers, for the most part, don't get a whole lot of opportunities to read foreign writers. And I think maybe that's one of the reasons I was so excited to see a French writer like Nicholas Mathieu finally get translated, and for American readers to finally get to read someone like that. You know, I loved that novel. He recently had a novella come out in English, and I loved that novella. Actually got to blurb it, which was fun. But you know, I think that we don't get all of the opportunities that French readers get, because the French do such a better job of searching out those voices from around the world. Donc, je pense que le problème avec l'édition aux États-Unis, c'est l'édition c'est très ethnocentrique, très nationaliste, et c'est un peu la même chose. C'était c'est un peu l'identité américaine. C'était à plus grande échelle. C'était une identité qui est toujours moi, moi, moi. Donc, les Américains n'ont pas beaucoup d'occasions pour lire les romans qui viennent de l'étranger. Une exception récente, c'est Nicolas Mathieu, qui a été traduit. Et moi, j'ai trouvé et donc les Américains ont eu l'occasion de lire ce qu'il a écrit, et je trouve ce qu'il a écrit passionnant. Et récemment, il a sorti aux États-Unis, il a sorti une longue nouvelle, c'était un novella et en anglais, et Monsieur Joy a eu l'occasion d'écrire un petit mot pour mettre sur le livre, sur le quatrième de livre. C'était un petit mot sur le livre, et il était très content de ça, et il a beaucoup aimé la novella. Merci. Avant de passer la parole à Nelly, on a pour habitude et comme tradition de faire une photo de groupe. Donc voilà, activez-vous, c'est une petite entracte rapide. 3, 2, 1. Yes, oui, donne. Allez-y, allez-y. J'allais traduire pour Monsieur Joy, mais... C'est bon, parfait. Merci. Nelly, c'est à toi.
Bonsoir à tous. Et enfin, du coup, je me permets de vous appeler par votre prénom, Anthony. C'était vous qui m'avez contacté ce matin via Instagram. Donc voilà, juste petite parenthèse. Toujours est-il, voilà, je suis très très contente de voir enfin David Joy pour de vrai. Donc moi, j'ai pas trop de questions. C'est juste pour vous dire que voilà, je suis tout émue de voir mon auteur préféré là en réunion Zoom. Et voilà, juste merci de m'avoir invité et de faire cette réunion, quoi. Donc voilà, et après, si j'ai un mot à passer quand même à mon auteur que j'aime beaucoup, et ben, j'aimerais bien lui dire qu'il continue à écrire parce que j'ai tous ses livres. Voilà, voilà. Ils sont tous là. Donc je suis bien contente et voilà, c'est tout. C'était juste un petit commentaire comme ça. Donc je ne prends pas trop de temps, mais merci pour tout. Voilà. Puis je vous laisse. Enfin, je vais devoir vous laisser parce que du coup, je passe mes examens demain matin. Donc voilà, je n'ai pas trop le temps. Mais merci beaucoup. Ok, Nelly. Merci. Okay. She said, well, hello to everyone. Hello, especially to you. She just wanted to tell you that you're her favorite author. She loves it. She doesn't really have a question to ask you, but she's very thankful that she was able to come and be invited to this and actually meet you through Zoom. If she had something to tell you, it's mostly that it's basically that you're her favorite author, and she loves what you write, and to continue writing. And she has all of your books. She showed them, and she unfortunately has to leave because she has a test tomorrow. Merci, merci. I'm glad you've enjoyed them. Thank you. Goodbye. Bye. J'avais une question notamment par rapport à ces personnages. Il y a souvent 2 ou 3 personnages, 2 ou 3 amis qui sont au travers de ces romans. Est-ce que c'est une façon de dire ce sont mes 2 ou 3 facettes? Est-ce que véritablement le fait de dédoubler ou de tripler les personnages principaux, est-ce que ça façonne aussi son état d'esprit et que lui aussi a besoin de nuances et pas forcément dans une unilatéralisme? Rapport à lui-même comme être humain, c'est ça que vous dites? Okay. So he has a question about, in general, in your books, you generally have 2 or 3 main characters that are friends. Is that a way for you to actually create like the 2 or 3 faces of you, to be able to, instead of having something that's kind of linear, to be able to create kind of the subtlety of having different people that represent kind of different faces of a single person, and that person being you? Yeah, I think there's a couple of things. So one, and this wasn't ever really intentional, but I think one of the themes throughout my work has become kind of the relationships between men, and kind of an examination of masculinity, and more specifically toxic masculinity. And so I don't know that was ever intentional, but it's kind of been the result of my work. Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que, je ne sais pas si c'était intentionnel, c'était pas forcément mon intention, mais un thème qui sort de mes livres, un thème courant, c'était répétition, c'est la relation entre les hommes. C'est une question, c'était quelque chose sur une interrogation, un questionnement sur la masculinité et surtout la masculinité toxique. Et je ne sais pas si, comme j'ai dit, je ne sais pas si c'était mon intention, mais je sais que c'est le résultat. I think the other thing is that it boils down to perspective. Typically, the first novel was in first person, so it's very different. But all the novels subsequently have been written in third person limited, and to me, that's my favorite perspective. I'm not a fan of third person omniscient. I like third person limited. And so the question for me becomes, if I've got 3 characters in a room, I want to know who has the most interesting perspective, like who has the best angle on this scene. And going into a chapter, that's who gets the nod. That's who gets to tell that chapter. That's who we're going to follow, is whoever I think has the most interesting angle into a situation. Et donc, la deuxième chose, c'est en fait, là, c'est une question de perspective, de point de vue.
mon premier roman, c'était écrit à la première personne, mais depuis, j'écris toujours à la troisième personne, et c'est la troisième personne limitée. Je pense que c'est mon point de vue préféré, mon perspective préférée pour les romans. J'aime pas trop la troisième personne omnisciente, mais je préfère quand il y a un point de vue un peu limité. Et donc, quand il y a trois personnages, ça me donne la possibilité d'avoir trois points de vue différents au cours du roman. Par exemple, s'il y a un chapitre qui arrive, je regarde les personnes. S'il y a trois personnages dans la pièce ensemble, je vais me demander quel personnage a le meilleur point de vue sur ce qui se passe, qui a le meilleur angle, la meilleure perspective sur la situation, et je vais l'écrire à la troisième personne, mais à travers un peu ses yeux. C'était de son point de vue, avec ses connaissances. J'imagine qu'on lui pose souvent la question de la violence présente dans son œuvre. Est-ce que pour lui, c'est un problème de traduire cette violence par écrit, ou au contraire, c'est tout simplement pour retranscrire ce qu'est le monde? Le monde est violent. Est-ce que pour lui, c'est une nécessité? Il parlait tout à l'heure de conflit, de mettre du conflit à chaque fois dans ses thématiques ou dans ses romans. Est-ce qu'il voulait tout simplement, est-ce qu'il souhaite retranscrire le monde à travers la littérature? So he's going to ask you a question. He imagines that you're asked this. A lot of people talk to you about this, the violence that's in your books. His question is it something that's difficult for you to write, or do you feel as though you're just transcribing what happens in reality? You mentioned earlier that fiction requires conflict to kind of work. Is it that you're just kind of adding that as the conflict, or are you kind of just transcribing it because it's what you've seen and that's the conflict, or is it something else? Yeah, you know, I think there's multiple things at work. So one, I think to write about American culture with any sort of you know, perspective that mimics reality requires that we write about violence. You know, American culture, American life is surrounded by violence. You know, most recently this past week, another school shooting, another 3 kids die, another person walks into a school and shoots children. And so I think part of that violence, to not write about violence, to not write about class, to not write about money, to not write about cultural extinction and kind of the rural urban divide, to not write about those things would be an injustice because that is very much an American reality. Je pense qu'il y a plusieurs réponses à ça. La première réponse, c'est que j'écris sur la culture américaine, la réalité de la culture américaine. Si on écrit sur la culture américaine, on est obligé, si on est honnête, on est obligé de parler de la violence. C'est quelque chose qui existe partout dans la culture américaine. C'était juste cette semaine, par exemple, il y a eu un massacre dans une école. Il y a quelqu'un qui est arrivé, qui a tiré, qui a tué 3 enfants. Et c'est quelque chose qui arrive tout le temps. Donc, je pense que on est obligé quand même. On peut pas éviter de parler de la violence, de la classe, argent, de la séparation, l'extinction culturelle, la différence entre la séparation entre la ville et tout ce qui est rural. Et ce serait une injustice de ne pas l'évoquer ou d'écrire là-dessus dans un roman qui parle de la culture américaine. We are a country founded upon and perpetuated by violence. Nous sommes un pays qui est fondé sur et qui est perpétué par la violence. As far as writing that violence, you know, I think one of the things that I noticed early on about some of the writers that I admire most, so William Gay, for instance, you know,
William Gay would write these incredibly brutal scenes, incredibly brutal stories filled with violence. And if he had just written them straight out, it would have been very hard to read. You would have had to put the book down and turn away from it. And what I noticed was that when he would reach these moments in the story, he would increase the language. He would increase the poetics. And so suddenly he was making something that couldn't be digested, palatable, strictly by the way that he phrased it and the way that he wrote it. Quelque chose que j'ai appris en lisant d'autres auteurs, les auteurs que j'admire, si je prends par exemple William Gay, où il y a beaucoup de violence dans ses romans, il a des scènes, il a des histoires qui sont brutales et qui sont violentes. Et ce que j'ai remarqué, c'est en fait, s'il écrivait un peu, il décrivait et exprimait exactement ce qui se passait dans une pièce ou à un moment violent, ça serait impossible à lire, ça serait très difficile à digérer. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il change son langage, il va rendre son langage beaucoup plus poétique à ce moment-là. Il change son langage, c'est plus prenant. Et puis, d'un coup, on a quelque chose qui est difficile à digérer, on arrive à le digérer grâce au langage et le côté poétique du langage. And so I want there to be an internal conflict within the reader. I want them to be experiencing that violence, and I want them to their desire should be to put the book down. That's humanity. We should not want to look at that. And at the same time, I want my language to be so strong that they can't. Et donc, en fait, ce que je recherche, c'est un conflit interne chez le lecteur. Je veux que le lecteur qui lit cette violence et qui se dit qu'il ait envie d'arrêter de lire, de poser le livre. C'est très humain, ça. On n'a pas envie de regarder ce genre de choses. Mais en même temps, je veux lui proposer une écriture et une poésie qui l'empêche, en fait, de pouvoir, où il n'arrive pas à poser le livre. J'aimerais revenir sur son quotidien en réalité, puisqu'il partage son temps entre l'écriture, mais également la chasse, la pêche. Pour subvenir à ses besoins, il a un mode de vie singulier justement dans ce paysage-là. Et j'aimerais en savoir quelques mots, comment il le vit, notamment par rapport au reste du monde, par rapport aux autres hommes, puisque tout à l'heure, il parlait de cette connexion entre les humains qui était si importante pour lui. Pourquoi a-t-il fait ce choix-là de s'isoler totalement, puisque j'ai cru comprendre qu'il était extrêmement loin, à une quarantaine de kilomètres la plupart du temps de tous les points d'ancrage d'une vie sociale ou autre. Pourquoi avoir fait ce choix-là et de quoi est fait son quotidien? Merci, Don. The question is about your daily life. So you write, but also you're a hunter, you go fishing, and it's kind of a unique existence. Also, he's heard that his understanding is that you're kind of very isolated, that, it's 25 miles away before you get to the nearest town till you get to kind of society. And you were talking earlier about the importance of the connection between men, between people and also between men. And yet you have chosen to be in a place, the way he understands it, that's kind of isolated. And that makes it more difficult maybe to socialize. Why, if you could just talk about your daily life and why you've made that kind of choice. Yeah. Well, so I've been very fortunate for the most part to the past, 5 or 6 years to make my living primarily as a writer. There are times when the money gets short and I have to go work an odd job, and I'll go work construction for a little while or do something like that to make ends meet. But for the most part, I've been very fortunate to make my living
solely off writing. Donc là, depuis 5-6 ans, j'ai eu la grande chance de pouvoir vivre de mes écrits. De temps en temps, j'ai dû prendre des petits boulots, c'était travailler sur un chantier, vraiment parce que je n'avais pas assez d'argent, et c'était pour arrondir les fins de mois. Mais sinon, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir vivre de mes écrits, de l'écriture. And that's an occupation that requires solitude. So without a whole lot of alone time, you're not going to get a book done. C'est un métier qui demande énormément de solitude. Si on n'a pas beaucoup de temps pour soi, on ne va pas terminer son roman. I think the other aspects about me personally are that I'm just a whole lot more comfortable in the woods than I am around people, and it's also that I am incredibly introverted. So I kind of get my energy from being by myself, and spending time with other people kind of drains that energy, and so. It's not that I don't enjoy being around people. It's just that I have to have a whole lot of that downtime to kind of re-energize myself and to get that balance. Et l'autre chose, c'est que personnellement, je suis beaucoup plus confortable dans les bois qu'avec d'autres personnes, avec les personnes. Je suis introverti et je suis plus à l'aise tout seul qu'avec d'autres personnes. Quand je suis avec d'autres personnes, j'ai l'impression qu'en fait, ils sont en train de saper ou de drainer mon énergie. Et après, j'ai besoin d'une certaine solitude, d'un temps seul pour pouvoir retrouver mon énergie. C'est parce que je suis extrêmement introverti. I think another quality of mine that kind of holds all of that together is that I'm incredibly observant. There's really, when I walk into a room, it's almost overwhelming, the amount of information that I'm trying to soak up. I think that a lot of writers, a lot of artists in general, we kind of walk around this world like a sponge. We're just constantly soaking up everything around us and storing all of that. And that's part of why it's so overwhelming and it's so draining, is just the amount of information. But at the same time, it's also what gives you a very deep well to draw from once you're back in a room by yourself trying to create this reality on a page. J'ai une autre qualité, un autre trait. Je pense que c'est courant chez les artistes en général, les écrivains, c'est que j'observe tout. Je suis assez perspicace, mais c'est surtout que je vois tout ce qui est autour de moi et j'essaie de tout sauvegarder, de tout mémoriser. Je suis un peu comme une éponge, j'arrive et puis j'essaie de tout absorber et de le stocker. Et ça, c'est assez fatigant, en fait. Et puis ensuite, je rentre chez moi et l'avantage, c'est que j'ai un puits extrêmement profond, j'ai la matière pour créer mon roman. Mais c'est quelque chose aussi qui prend mon énergie et qui demande un temps un peu pour rebondir. Don, est-ce que vous pouvez lui demander s'il peut nous lire un extrait du livre? Je crois que Adeline lui avait demandé, mais je ne sais pas s'il l'a sous les yeux. Okay. Would it be possible to read read from your book? Yeah. He thinks that you were asked to do it, but he doesn't know if you have the book right there in front of you, or. Yeah, I do. I have a copy of the new novel. My only question would be, are you going to be tasked with translating it as I read it, or just read it? You're just going to read it. Il me demande si je vais traduire, mais non, je ne vais pas le traduire. Et c'est de son prochain roman, le nouveau roman. Perfect. Merci. Yeah. So we're going to read from When These Mountains Burn, which will be coming out in January, I believe, the French translation. Et donc, il lit de son nouveau roman qui c'est When These Mountains Burn,
Et c'est le prochain roman qui va sortir en janvier, je crois. And really the only setup that you need from this is it's one of the main characters named Raymond Mathis, and it's kind of this lamentation about watching the death of a culture. Et la seule chose à savoir avant la lecture, c'est que c'est un personnage qui s'appelle Raymond Mathis, qui est l'un des personnages principaux, et c'est une sorte de plainte sur l'extinction. Would you say the death of a culture? Yeah, the death of a culture. Sur la mort d'une culture, de la culture. Et le titre français s'appellera Nos vies en flammes. Oui, c'est bon. You just said the title in French. The cause quickened into a high-pitched symphony, an eerie and beautiful wave of dissonance as if God were running his hands over a theremin. Raymond closed his eyes and let the sound come through him, bury itself someplace deep that for a long time nothing else had been able to touch. All of a sudden, the great conductor flattened his hands and the woods fell silent. Ray waited and listened, but as quickly as it had come, it had vanished, and that was the way of the world. His mind turned instantly back to what had been troubling him over the past week. He was grieving the loss of a place and a people. It was hard enough to bury the bodies of those you loved, but it was another sadness altogether to witness the death of a culture. There was the gone and the going away, and there was the after. He found it difficult to imagine what would become of this place, harder still to witness what it was already becoming. For years, he'd been trying to put his finger on the moment things started to fall apart. As silly as it sounded, sometimes he blamed it on the arrival of television. When people could see what folks had on the outside, they started to want those things for themselves. They heard the way people spoke off the mountain and slowly began to change the way they talked. Things that seemed trivial and harmless at the time, looking back, had signified a beginning. But even before that, before the outside began to press in, the communities were breaking apart and the people were leaving. When the timber was gone and the mountains were left as naked as the moon, families packed up and headed west to places like Oregon and Washington, where the trees had yet to be touched. Jump forward 60 years and it was the same old story when the paper mills shut down, when the old plastics plant at the south end of the county left, when Dayco laid off everybody in Waynesville, or when Acosta disappeared from Brevard. The jobs came on slick-tongued promises from outsiders driving fancy cars and dressed in fancy suits, and left again folded in their ostrich skin wallets when everything that could be taken was took. The people ran desperately behind them, waving their hands through the dust and exhaust, dusty and exhausted, out of breath, beaten and broken. And when they finally keeled over and stopped, they looked around to realize they were standing in places unfamiliar, that they were lost as turned around dogs. We'll stop there. Thanks. Merci. On va finir par une question de Cyril, je crois. Oui, bonsoir. Merci, merci à tous pour cette belle rencontre, et puis merci à David pour ces merveilleux livres. Alors moi, je crois savoir que David est un fin gourmet et un excellent cuisinier. Et je voulais savoir si on devait partager un repas à tous les deux. Est-ce qu'il préférerait préparer une dinde des Appalaches ou un canard du sud-ouest français? Voilà, merci. This is, I think, the final question. And I just wanted to thank everybody here for organizing this meeting, and especially you for writing your books. He has heard that that you love food. And if you were going to, and that you're kind of a gourmet. If you were getting together, would you, and you're going to choose a meal, would you like a turkey from the Appalachian Mountains, or would you like duck from the southwest of France? I would want to hunt the turkey in here. So if it was going in the woods and chasing it down myself, I want to hunt the turkey. But I want to eat the duck, and I want to eat the rabbit,
I want to eat the rillettes. I want, I want to eat the terrine. I want to eat, the tarby beans, the cassoulet. I want all of it. I've loved everything I've eaten there, and that's been one of my favorite things has been to connect with people and place through food. There's a whole lot of things culturally about France that remind me greatly about the American South, and it's partly that connection between people and place and food. And so I'm really looking forward to coming back in April. I'm gonna visit Lyon, go to Quai du Pilar, have some would it be Saucillon de Lyon? Is that right? Some sausage from Lyon. Hoping I can track down a rabbit to eat in Lyon somewhere. But I'm really looking forward to that. Donc, pour la dinde, je voudrais chasser la dinde et tuer la dinde, mais pour manger, je préférais manger le canard. Le canard, du lapin, les rillettes, une terrine, le cassoulet. Quand il dit, quand je suis venu en France, j'ai adoré, c'était la cuisine, c'était aussi, j'ai adoré la connexion faire des connexions, faire des liens entre les personnes et à travers la cuisine. Il y a beaucoup de choses avec la relation entre les personnes et la région et la cuisine qui me rappellent le sud des États-Unis. La prochaine fois, et c'est quelque chose en général, j'aime beaucoup aller quelque part découvrir les gens à travers la cuisine. La prochaine fois, quand je reviendrai, c'était au printemps, je vais aller à Lyon et j'espère que j'aurai l'occasion de manger un saucisson de Lyon. Et d'y goûter du lapin aussi. Parfait. Je viens d'avoir une plainte de l'association des végétariens, mais c'est pas grave. Je plaisante. He said, I just got a message, a complaint from the Vegetarian Society, but that's no problem. but it's a joke. Yeah. Merci, il est temps de vous remercier toutes et tous, et notamment Don, parce que véritablement c'est un exercice loin d'être évident. Donc merci infiniment pour votre traduction et votre interprétariat. Évidemment, David, merci infiniment d'avoir pris le temps et d'être aussi loin de nous, mais c'est comme si on était un petit peu à la maison avec vous. Donc merci. Et évidemment aux éditrices Elsa, Oxane et bien sûr Adeline Escoffier et Léa du Picabo River Book Club pour cette rencontre. Merci infiniment. Je vous laisse traduire, Don, et ce sera bon. Merci. So, thanking everybody for being here, especially thanking you. You're far away, but through Zoom, it kind of feels like we're almost at home with you. Thank you very much. And then he thanks the editors for everything they've done, helping you and helping with this conference call, with this Zoom call. Yeah, well, thank you very much for having me. Hopefully, we'll get to meet in person here in a couple months. Voilà, donc merci beaucoup de m'avoir invité. J'espère que avec un peu de chance, on aura l'occasion de se voir en personne dans quelques mois. With pleasure. Bien sûr, avec plaisir. Merci beaucoup, merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir tout le monde, bonne soirée. Bye. Thank you.